Oui, 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 je sais. La huitième partie est tant attendue sur l'Empire Tavistock. Il y en a beaucoup qui ont entendu parler de la clinique ou de l'institut par John Coleman, ou par des articles sur Internet ou un autre livre qui existe. Malheureusement, beaucoup de fausseté, et aujourd'hui on est là pour la vérité. Premier chapitre de la guerre ouverte contre les peuples, c'est la suite. J'espère que vous êtes prêts, chers auditeurs et spectateurs. Pensez à liker, à partager et à commenter. On est parti? On est bon? Impeccable. Tout débute officiellement en septembre 1920, lorsque Hugh Crichton Miller, aidé des contributions et promesses de riches donateurs, ainsi que du docteur J.R. Rees, ouvre une clinique qui prendra le nom de l'emplacement où elle s'installe, le 51 Tavistock Square, afin de procurer aux civils le type de traitement que lui et d'autres médecins avaient mis au point avec des soldats choqués par les obus pendant la Première Guerre mondiale. Ce que l'on entend aussi par le shell shock, qui est une réaction à l'intensité des bombardements et des combats qui a produit une impuissance, qui peut se manifester par la panique, la peur, la fuite ou encore l'incapacité à raisonner, à dormir, à marcher ou à parler. Crichton Miller était déjà connu pour son premier livre sur l'hypnose et la maladie, paru en 1912. Le centre curatif, Tavistock, pour les troubles mentaux qui devait durer 3 années, afin de démontrer ses méthodes, pour ensuite les faire adopter par les services de consultation externes des hôpitaux traditionnels, ne fermera pas ses portes, et vint même à s'agrandir. La clinique était divisée en 2 départements, adultes et enfants. La clinique n'était plus assez spacieuse. John Rawlings Rees, alors directeur de l'époque depuis 1926, créa un fonds d'extension appelé Tavistock Institute of Medical Psychology pour collecter des fonds dans le but d'établir de nouveaux locaux, ce qui sera réalisé le 9 août 1929. En 1932, la clinique Tavistock emménagea dans ses nouveaux bâtiments positionnés aux côtés de l'Université de Londres et prenant son nouveau nom. J.R. Rees deviendra le 2e directeur de cette clinique en 1933. En 1940, J.R. Rees devient psychiatre et consultant auprès de l'Army at Home, responsable de la santé mentale d'environ 3 millions de personnes. De nombreux membres clés de la clinique Tavistock le rejoignirent dans l'armée, nommée le Collège Invisible. Parmi eux, Wilfrid Bion, qu'il rejoint et développe son célèbre groupe sans chef pour révolutionner le processus de sélection des officiers. Le Collège Invisible travaillait sur la formation et le moral, l'interrogatoire des prisonniers, la propagande pour l'ennemi et le soutien clinique à l'armée. La même année, le psychiatre Rees déclare ouvertement ses intentions, cofondateur de la Fédération mondiale de la santé mentale, WFMH, s'adressant au Conseil national de l'hygiène mentale, il déclara, je cite, « Depuis la dernière guerre mondiale, nous avons fait de gros efforts pour infiltrer les diverses organisations sociales à travers le pays. Nous avons mené une attaque utile contre un certain nombre de professions. Les 2 plus aisées sont naturellement l'enseignement et l'Église. » Ces propos continuant, mais fin de citation pour nous. En 1945, il avouera que, je le cite, « l'armée et les autres services de combat forment des groupes expérimentaux assez uniques car ils constituent des communautés complètes et il est possible d'organiser des expériences d'une manière qui serait très difficile dans la vie civile. » Fin de citation. Parmi les autres membres recrutés durant la Seconde Guerre mondiale se trouvait Henry Dix, qui est un psychiatre basé à la clinique Tavistock et à la direction britannique de la psychiatrie militaire. En 1944 et 1945, il compila une série de documents pour la commission de contrôle basée sur son travail avec les prisonniers de guerre allemands. Dans ces documents, Dix a fourni une évaluation psychologique particulière du problème du nazisme, expliquant que, je le cite, « ce qui était familier à la psychiatrie au moins depuis 1933, décrivant le fascisme comme étant une psychose de masse, le problème particulier tel qu'il est apparu en 1945 était de savoir comment prévenir la réapparition de cette psychose dans l'Allemagne d'après-guerre et encourager une vision plus saine. » Fin de citation. Étant donné que l'adhésion au nazisme était une condition psychiatrique, des questions telles que la sélection et la dénazification des Allemands exigeaient des méthodes psychologiques. Les connaissances psychologiques, selon Dix, étaient utiles non seulement pour le diagnostic d'aberration par rapport à la norme, mais avaient aussi une implication et une application plus large, même dans les sociétés démocratiques et stables. En 1945,
Les autorités militaires britanniques étaient déjà familières avec l'affirmation selon laquelle les connaissances psychologiques pourraient aider la vie publique et l'administration britannique. Face aux inquiétudes croissantes concernant la santé mentale des officiers britanniques, le nouveau War Office Selection Boards, introduit au printemps 1942, complète la norme des tests physiques pour la sélection des officiers de l'armée avec des évaluations psychologiques. Chaque jury comprenait des officiers chargés des tests militaires, un psychiatre et un psychologue. Ces derniers ont été recrutés à la clinique Tavistock qui dominait l'armée britannique pendant et après la guerre. Un élément du nouveau processus de sélection était, je cite, « la tâche de groupe sans leader ». Formulé par le psychiatre Wilfred Bion, un groupe de candidats s'est vu confier une tâche pratique, telle que la construction d'un pont, permettant aux observateurs d'évaluer leur interaction les uns avec les autres et leurs tentatives d'organisation ou de guider le groupe. On attribue au jury l'introduction d'un système de sélection plus méritocratique et plus démocratique, notamment parce que ceux qui y participent étaient tenus de dissimuler leur rang, et avec une efficacité améliorée. Sous la pression du ministère des Affaires étrangères et du Trésor, les jurys de sélection de la fonction publique ont également adopté des procédures similaires. Autre acteur important, Kurt Lewin, professeur de philosophie et de psychologie à l'université de Berlin de 1926 à 1933. On le voit à la fin des années 30, Kurt Lewin et ses étudiants dirigeaient des tests quasi expérimentaux en usine et dans les quartiers pour démontrer, respectivement, les gains plus importants en matière de productivité et d'ordre public grâce à la participation démocratique plutôt qu'à la coercition autocratique. Lewin a non seulement montré qu'il existait une alternative efficace à la gestion scientifique de Taylor, mais à travers sa recherche-action, il a fourni des détails sur la manière de développer des relations sociales des groupes et entre les groupes pour maintenir la communication et la coopération. Pour parvenir à de telles conditions et à de telles relations, il fallait des formes de leadership très différentes de celles proposées par les adeptes littéraux de Taylor et de l'interprétation erronée de Taylor. Ce qui conduit à un lien avec le behaviorisme watsonien, et donc avec les objectifs comportementaux. L'un des résumés les plus connus des formes de leadership est celui de deux anciens étudiants de Lewin, c'est Cartwright et Zander, 1953. En 1953, il se voit chassé par les en 1933, on revient 20 ans avant, il se voit chassé par les nazis, ce Kurt Lewin, et sera accueilli dans plusieurs universités américaines où il occupera différents postes universitaires, notamment au sein de l'université Cornell, 1933, de l'université de l'Ohio, 1935, et du Massachusetts Institute of Technology, 1944, où, à la suite de ça, il s'intéresse à de nouveaux domaines de recherche centrés autour de la motivation, niveau d'aspiration, apprentissage, concept des frustrations et de régression, etc. C'est au MIT qu'il élabore sa théorie de la dynamique des groupes, qui par la suite donnera le jour à son équation, qui est, je vous la cite, le comportement, B, est une fonction F de la personne P et de l'environnement E, soit de manière formalisée. B est égal à F entre parenthèses PE. Donc B, comportement, est égal à la fonction à la fois de la personne et de la fonction de l'environnement, affirmant que le comportement peut être défini comme une fonction qui relève donc à la fois, comme je viens de vous le dire, de la personnalité et de l'environnement, et même que l'environnement est une fonction de la personnalité et la personnalité fonction de l'environnement. Affirmation qu'il relève presque de l'évidence pour le Gestalt thérapeute d'aujourd'hui. En harmonie avec les idéologies proches du socialisme, du marxisme et de la lutte pour les droits des femmes et rêvant d'une société plus égalitaire, il se prend d'intérêt pour identifier et comprendre quels sont les facteurs qui influencent notre comportement. Kurt Lewin donne différents sens sur ce qu'il nomme vers 1934 la recherche-action. Elle peut être une expérimentation dans la vie réelle, une recherche sur l'efficacité relative de différentes formes d'action, une recherche diagnostique pour préparer une stratégie d'action ou encore une manière de promouvoir, de démocratiser la recherche scientifique auprès des acteurs en lui donnant une dimension praxéologique. L'action research, donc recherche-action, la plus connue de Kurt Lewin est sans doute celle réalisée en vue d'un changement d'habitude alimentaire en période de guerre aux États-Unis. Base de réflexion reprise après par
un autre travailleur au Tavistock Institute of Human Relations, qui est Wilfred Bion, qui, sur la réinsertion des prisonniers de guerre libérés, s'intéresse à ces techniques. Bion développera sa théorie de la pensée, inspirée d'Esther Bike, qui découvre que le bébé vit après sa naissance dans un monde bidimensionnel, en 2 dimensions, ou plus précisément peau contre peau, sans distance et perspective, sans pensée. Lorsqu'il se détache de ce niveau adhésif, on voit à ce moment-là qu'il entre dans un espace psychique à 3 dimensions. Dans cette perspective, Bion déclare que, je le cite, « l'esprit grandit à travers son exposition à la vérité ». Fin de citation de 1962. En 1933, Kurt Lewin a rencontré Eric Trist de la clinique Tavistock. Il a pour cet institut créé ce qu'on peut appeler, ou participer en tout cas, comme membre fantôme à ces éléments. Trist entretenait des correspondances avec Burrus Frederick Skinner. Nous savons que lorsque Skinner a commencé à travailler sur son comportement verbal, il en a discuté avec Willard Van Orman Quine. Je cite. « Pendant un certain temps, le matériel m'a semblé trop lourd. Peut-être que Quine avait raison. Mais finalement, des éléments ont commencé à se mettre en place. Van Quine a offert son soutien, tout comme un élève d'Ivor Richard, Eric Trist, qui passait 1 an avec Sapir Ayel. Ça, nous l'avons dans The Shaping of a Behaviorist. » Fin de citation. Dans le cadre de ses recherches sur la dynamique de groupe, il expérimente et développe le focus group, entretien collectif. Cet outil novateur est multiface et multi-usage. Il permet non seulement de récolter un grand nombre d'informations dans un temps restreint, d'observer in situ et in vivo le fonctionnement du groupe et enfin, last but not least, d'induire une réflexion collective et a fortiori une action transformatrice. Dans une théorie dynamique des processus psychologiques, l'environnement et les personnes impliquées sont indissociables, ce qui revient à sa formule que l'on a vue tout à l'heure. Le comportement qui est lié de facto à la fonction à la fois de la personne et la fonction d'environnement et la fonction de la personne dépendante de l'environnement et inversement. Kurt Lewin et ses disciples ont mené des recherches expérimentales sur les styles de commandement de 1938 à 1952. Ron Lippitt, sous la direction de Lewin, avec la collaboration ultérieure de White, entama ce qui est parfois considéré comme la recherche expérimentale initiale en matière groupale. Il s'agissait d'un club réunissant des garçons âgés de 10 à 12 ans. Les enfants étaient tous volontaires pour réaliser des maquettes de théâtre, d'avions, etc. Une fois par semaine, les enfants se réunissaient sous la responsabilité de moniteurs qui en fait étaient des psychologues. Le plan expérimental au sein de ces ateliers concernait les modes et les styles d'animation, leadership en anglais, dans le souci de privilégier une approche se voulant démocratique. Un des raffinements méthodologiques consistait à demander à chaque moniteur d'assumer à tour de rôle les 3 styles de management, autoritaire, démocratique et le côté laisser-faire. Ron Lippitt, en 1980, écrit à ce sujet, je cite, « Je crois qu'il est ici d'un intérêt capital, quand nous considérons l'interaction entre la longue histoire du travail social de groupe et la discipline sur le point de naître qui était alors la dynamique des groupes, de remarquer que la formation de base, comme praticien du travail en groupe, fut la condition nécessaire pour acquérir la maîtrise des talents, permettant une intervention expérimentalement valide dans une expérimentation systématique portant sur le groupe. Historiquement, nous pouvons dire que la dynamique des groupes est née avec cette expérimentation qui suscita l'intérêt de Kurt Lewin et libéra son énergie créative dans le sens d'une réflexion à propos des petits groupes comme objet d'intérêt théorique et expérimental. » Fin de citation. Lewin était particulièrement soucieux d'améliorer l'estime de soi des minorités et des groupes minoritaires, pour les aider à rechercher ce qu'il disait, je le nomme, l'indépendance, l'égalité et la coopération par la recherche-action et d'autres moyens. 1946. Il voulait que les groupes minoritaires surmontaient les forces de l'exploitation et de la colonisation. Passer de l'étude du comportement à l'ingénierie de son changement, en inventant l'entraînement à la sensibilité pour rendre les gens plus conscients de l'effet qu'ils ont sur les autres, ressenti comme le début du politiquement correct, ce qui aura pour rôle d'influencer les ambitions de l'Institut Tavistock.
Lewin développe le concept d'action sociale planifiée, qu'il conçoit comme un changement intentionnel qui vise à modifier le comportement d'une unité sociale ou d'une fraction de la population, comme par exemple le changement des habitudes alimentaires qu'il a effectué et dont on a parlé quelques lignes auparavant. Cette action sociale planifiée comprend des cycles de 3 étapes. Étape planification, étape 1, mise en application d'une première étape du plan d'intervention avec observation des effets, deuxième étape, et enfin, pour conclure, planification d'une nouvelle étape d'action à partir des résultats obtenus dans la précédente. C'est pour ça que c'est vraiment recherche-action. Tout est fait sur le terrain et vient à s'adapter au fur et à mesure de ces 3 étapes. En 1946, le directeur de la commission de l'État du Connecticut le constate et le contacte à la suite de ça afin qu'il aide les pouvoirs publics à lutter contre les préjugés raciaux et religieux au sein de l'État. Son action ayant lieu au sein de l'American Jewish Commission with the Commission of Community Interrelations, Lewin travaille en parallèle pour l'OSS, en fonction de conseiller à des tâches restées largement confidentielles. Lorsqu'Eric Trist, donc on l'a vu, qui collaborait pareil au Tavistock Institute avec Lewin, et là on nous dit lorsque Eric Trist et Alexander Thompson Macbeth Wilson ont écrit à Lewin pour lui proposer une revue en partenariat avec leur nouveau Tavistock Institute et son groupe au MIT, Lewin a accepté. Le périodique Human Relations fut lancé conjointement par le Tavistock Institute of Human Relations de Londres et le Research Center for Group Dynamics. Le manuscrit, publié en 1947 dans Human Relations, avait été dûment terminé en 1946 par Lewin, avant qu'il soit amené à reconsidérer la fonction de participant en tant qu'acteur auto-expériencié au sein d'un groupe. Si l'on tient compte uniquement des textes qu'il nous a laissés, la dynamique des groupes reste un ensemble flou, défini de façon fluide. Lewin conforte, dans son article de Human Relations, la conceptualisation proposée par Craik et Crutchfield, lesquels avaient été en 1935 déjà membres du groupe de topologie, ce club de fans de Kurt Lewin, première manière, fondé en 1933 dès son arrivée aux États-Unis. Je cite. Kurt Lewin essayait de susciter des changements dans la conduite des individus, des groupes, des organisations. Pionnier de la recherche-action, il a montré que si l'on voulait vérifier la compréhension d'un phénomène, l'un des procédés les plus rigoureux consistait à le modifier systématiquement. Fin de citation. Lewin mourut en février 1947. Des plans étaient élaborés pour qu'il passe l'année universitaire 1947-48 à l'Institut. On nous dit, après la guerre, la clinique Tavistock subit des changements considérables, dans lesquels Rees joue un rôle clé. Il était membre d'un groupe qui se faisait appeler le Collège Invisible, en référence aux précurseurs de la Royal Society au XVIIe siècle. Ce groupe a orchestré l'opération Phoenix, préparant des plans pour que l'Institut Tavistock renaisse des cendres de la guerre. Après la guerre, ce groupe, composé de Rees et de 5 autres personnes, forma le comité de planification intérimaire de la clinique Tavistock. Ce comité était présidé par Wilfred Bion et se réunissait 2 fois par semaine pour formuler une nouvelle voie à suivre pour leur travail à Tavistock, basé sur l'expérience du temps de guerre notamment. Les plans de Rees pour l'Institut de psychologie médicale n'ont jamais été réalisés. Au lieu de cela, le groupe a fondé le Tavistock Institute of Human Relations en 1947 avec Trist comme vice-président et Tommy Wilson comme président, grâce à une subvention de la fondation Rockefeller en février 1946. Pour mener un travail spécifique avec les organisations une fois que la clinique a été incorporée au National Health Service en 1948. Rejoindre le National Health Service a exposé la clinique à un groupe de patients beaucoup plus important et plus large. Dans les premières années, les revenus provenaient de subventions de recherche, de travaux contractuels et de frais de cours de développement professionnel. En 1948, Wilson a joué un rôle clé en orientant le Tavistock vers une concentration sur le mariage et le stress conjugal. Cela a abouti à un projet pour l'association de protection de la famille et les bureaux de conseil aux citoyens axés sur les problèmes matrimoniaux. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la clinique découvre que derrière les demandes d'assistance sociale se trouve un besoin d'aide psychologique pour répondre aux problèmes familiaux, des moments de rupture au divorce ou encore aux conflits avec les enfants. Un lieu d'intervention fut proposé, nommé
Family Discussion Bureau, à la place de Mariage Welfare, pour éviter aux couples et aux familles de subir la honte. En Angleterre, Ainsworth rejoint l'équipe de recherche de John Bowlby à la clinique Tavistock, étudiant les effets de la séparation maternelle sur le développement de l'enfant. La comparaison des liens mère-enfant, perturbés avec les relations mère-enfant normales, a montré que l'absence des figures maternelles chez l'enfant entraînait des effets néfastes sur le développement. Retenez bien, j'avoue que ça fait beaucoup d'informations, mais tout suit le fil conducteur. Je vous ai mis un ordre chronologique. Si vous suivez là les autres émissions, les autres épisodes, vous allez comprendre ce qu'est l'identité, la façon dont il tente en tout cas de la déconstruire, petit à petit de former un nouveau puzzle, une nouvelle image, et là on voit la suite. Puisque l'épisode 7, je le rappelle, c'était sur la théorie du genre, soi-disant nous ne sommes pas hommes ou femmes, nous le devenons, faisant également peut-être suite à une phrase très célèbre, je crois de Simone Veil, ou de Beauvoir, je ne sais plus, il faudrait revoir. Et toute la suite de ce que l'on comprend. Avec cette notion que même ces experts qui veulent transformer la société se rendent compte de l'effet important de la mère. Et quelque part, on a également d'autres recherches qui ont été constituées et qui montrent l'importance du père, donc de la complémentarité de l'homme et de la femme, du vrai modèle familial. Je m'arrête là pour l'incision que je viens d'ajouter et on reprend la lecture. Dans les années 1948-50, se développe la curiosité portée au développement émotionnel de l'enfant. Le psychanalyste Esther Baik travaille en étroite collaboration avec Melanie Klein au sein de l'Institut Tavistock, sous l'égide du docteur John Bowlby. Ils mettent en place le premier séminaire de travail sur l'observation du développement émotionnel du nourrisson. Bowlby a développé la théorie de l'attachement. Melanie Klein a particulièrement théorisé les position paranoïde schizoïde et position dépressive. En 1925, Nellie Wertheim publie un article dans la revue Die Neue Erziehung, c'est je pense de l'allemand, l'éducation nouvelle, une revue active entre 1919 et 1939 de mouvance social-démocrate favorable à une réforme de l'éducation et une politique scolaire libérale. Melanie Klein y publie en 1922 un article intitulé Hemmungen und Schwierigkeiten im Pubers. Bon, je vous passe la suite en fait en français, ça donne inhibition et difficulté à la puberté. L'article de Nellie Wertheim est un véritable manifeste. Elle y propose de dépasser Froebel pour faire une place au précepte de Maria Montessori. Selon elle, la liberté de choix doit être laissée à l'enfant. Elle veut ouvrir la voie à la pédagogie psychanalytique par la médiation de la psychologie, de la pédagogie Montessori. Il faut remplacer le bon vieil emploi du temps, celui que l'on connaît, imposé aux enfants beaucoup trop... Oh, attendez, je pense qu'il me manque un truc, je reprends. Le bon vieil emploi du temps qui impose aux enfants beaucoup trop de choses conçues par les adultes, par une pédagogie, donc voilà, il faut remplacer cet emploi du temps qui impose trop de choses aux enfants, par une pédagogie moins directive, lui permettant d'exercer sa vie intérieure propre. L'enfant roi, quoi. Il fait ce qu'il veut quand il veut. L'enfant est placé au centre. Il est autorisé à s'exprimer librement comme on l'estime souhaitable, en s'appuyant notamment sur les théories psychanalytiques. Je cite. Alors, les frontières érigées par l'éducation ancienne entre l'enfant et l'éducateur disparaissent et l'enfant est placé à côté de l'éducateur, pas au-dessous. Elle termine en ajoutant qu'il est nécessaire pour les éducateurs, tout particulièrement de la petite enfance, de se familiariser avec les connaissances psychanalytiques, voire de faire eux-mêmes une analyse. Fin de citation. De 1951 à 1952, Fred Emery est titulaire d'une bourse de l'UNESCO en sciences sociales et est attaché à l'Institut des relations humaines de Tavistock au Royaume-Uni. En 1957, Emery quitte l'Australie pour Londres pour rejoindre le personnel du Tavistock Institute où il réalise la majorité de ses premiers travaux. Il vient s'associer avec Eric Trist sur le concept récemment découvert de système socio-technique en 1951-52 en tant que chercheur de l'UNESCO. Il publie ensuite, je cite, « Les caractéristiques des systèmes socio-techniques en 1959 ». Fin de citation. La théorie socio-technique considère l'organisation comme un système ouvert,
en continuel échange avec l'extérieur, composé d'un sous-système techno-économique et d'un sous-système social qu'il est nécessaire d'optimiser de façon conjointe. Emery et Trist ont ensuite préconisé de tenir compte des échanges qu'elle entretient avec son environnement. Ils ont alors orienté leur réflexion sur l'analyse de la structure de l'environnement et des relations qu'entretiennent les différents éléments qui le composent, puis sur les modalités de sa régulation. Deux de leurs publications clés étaient, je cite, La texture causale des environnements organisationnels, 1965, et Vers une écologie sociale, 1972. Il collabora par la suite avec Melvin Emery, spécialiste des sciences sociales, donc c'est un autre Emery, je le précise, qui considère les humains comme, je cite, des animaux naturellement sociaux et nous grandissons selon eux uniquement en fonction de la densité des interconnexions que nous partageons avec un groupe et que, je continue la suite, l'unité de base de la société est le groupe, pas l'individu. Fin de citation. La socio-écologie capture la notion de personne dans des environnements. Cela inclut le concept de système socio-technique ouvert et optimisé conjointement, optimisant la détermination et la créativité humaine, ainsi que les meilleures options offertes par l'évolution des technologies. Réalisée par l'utilisation du modèle en 2 étapes, la conférence de recherche et l'atelier de conception participative dont le but est de créer un changement vers un monde consciemment conçu pour les gens. Et pour les gens vivant harmonieusement au sein de leur système écologique, à la fois physique et psychique. Comme le but du modèle en 2 étapes est de construire une communauté, la plupart des travaux se déroulent en séance plénière, générant l'enthousiasme, la joie et l'énergie qui alimentent la diffusion. En 1975, Fred et Marilyn Emery, donc les deux Emery, qui sont différents, publient un choix d'avenir qui a abordé les inquiétudes que laissent planer des possibles effets neurologiques de la télévision. Leur crainte se basait sur la technologie des tubes cathodiques, une source de lumière rayonnante qui émet un signal visuel constant et répétitif à une vitesse plus rapide que celle que le cortex humain peut recevoir. Donc ça, c'est cité dans Carter et Adler, et en fait j'ai continué mes recherches, je vous le fais court, sur le site de l'UNESCO, et j'ai récupéré un document, et il est bien question de la télévision à tube cathodique. Donc ceux qui voudraient reprendre ces travaux pour expliquer que c'est aussi lié à la télé à LED ou encore à OLED ou ce que vous voulez, c'est un mensonge. Là, à l'époque, c'était la crainte d'être exposé donc à ces tubes cathodiques avec cette source de lumière rayonnante qui va beaucoup plus vite que ce que l'œil peut percevoir, si je puis dire. Mary Alice White diffusera sa réaction en 1985 au travers d'un ouvrage, je cite. Tout d'abord, permettez-moi d'être d'accord avec Madame Emery sur le fait que la télévision éducative n'a pas réussi en tant que technique produite à l'école et qu'elle a tout à fait raison de s'inquiéter des éventuels effets secondaires neurophysiologiques des émissions cathodiques tubes à rayons. Là où nous différons, et fondamentalement, je pense, c'est dans notre définition de l'apprentissage. Si l'on suppose que le seul apprentissage valable est le programme scolaire traditionnel et les compétences nécessaires à la compréhension de l'imprimé, il s'ensuit que la télévision et certains logiciels informatiques n'augmenteront pas ce type d'apprentissage, surtout si l'apprentissage est mesuré par les méthodes traditionnelles d'impression. Je préfère une définition beaucoup plus large de l'apprentissage, incluant ce qui est appris à la télévision et sur ordinateur, ainsi que l'apprentissage non imprimé. Quelques 2,5 milliards de personnes dans 62 pays apprennent désormais grâce à la télévision. Ce sont des valeurs d'apprentissage avec lesquelles on peut être en désaccord, mais l'apprentissage est là. Des modes de vie, la politique, le niveau de vie, l'information mondiale et la télévision en tant que média. Fin de citation, et plus loin, toujours dans ce même livre, de nous dire, je cite, « Lorsque les écoles ont rejeté la télévision scolaire comme outil pédagogique, je crois qu'elles n'ont pas compris le pouvoir de ce média, le considérant comme une simple innovation audiovisuelle parmi d'autres. La télévision commerciale est en fait devenue la grande concurrente de la salle de classe et explique, je pense, une grande partie du mécontentement des étudiants à l'égard de l'enseignement traditionnel du stand-up and talk. » Fin de citation. Et je cite autre chose, un autre livre, « Les liens entre la forme la plus primitive de la familiarité,
la connaissance de quelque chose, la reconnaissance et le fait de regarder la télévision ont été explicités. Krugman, donc en 1977. Ce qui semble se produire lorsque nous regardons la télévision, c'est que nous stockons une mémoire d'image sans mots. Il n'y a pas de rappel, car le rappel est la forme verbale de l'image. Il n'y a pas de rappel, car nous n'avons eu qu'une atteinte du cerveau droit. Il n'y a pas d'implication du cerveau gauche, car aucune connexion, association ou pensée ne s'est produite au moment de l'exposition. Il n'existe qu'une capacité, ou une capacité accrue en cas de répétition, de mémoire, de reconnaissance. Les raisons semblent être troublantes et doubles. Le signal constant et répétitif est suffisant pour provoquer une habituation de la réponse au sein du néocortex, réduisant ainsi l'activité corticale dans l'hémisphère gauche et un traitement adéquat de l'information. Donc MRI et MRI les deux. De plus, je cite, « La lumière rayonnante dépourvue de structure macroscopique ne fournit aucune information au système visuel. » Et plus loin de nous dire, l'information dominante provenant d'un tube cathodique est le signal de la lumière rayonnante rapide lui-même dont nous ne sommes pas biologiquement équipés pour extraire une signification. Ensemble, ces caractéristiques expliquent convenablement les difficultés d'apprentissage à partir du médium télévisuel. Des tests empiriques considérables avec l'électroencéphalogramme ont relevé et révélé que la réponse modale semble être un ralentissement cortical modifiant l'équilibre des ondes rapides et lentes, et l'hypothèse est étayée à la fois par l'accoutumance, les bras rayonnant la lumière. Nous n'avons en aucun cas évolué sur le plan neurophysiologique pour faire de la télévision un outil intellectuel utile, et aucune manipulation du contenu n'est sur le point de changer cette réalité, la plus fondamentale de la vie. Les nouvelles normes interactives préconisées par White constituent également davantage de danger que le visionnage normal, étant donné que les ordinateurs personnels, les magnétoscopes et les services d'information interactive diffusés exigent tous une proximité étroite entre la personne et le CRT. Nous pouvons nous attendre avec confiance à une augmentation de l'incidence de l'épilepsie télévisée. Alors, je rappelle, le CRT, c'est lié à ces tubes cathodiques, donc dans leurs termes anglais. Et elle continue, plus loin de nous dire, si l'image et la radio pouvaient elles seules enseigner, alors la télévision devrait être 2 fois meilleure, comme les films l'avaient prouvé. Mais le système nerveux humain n'est pas conforme à nos hypothèses mécanistes à son sujet. Je cite, « La perception n'est pas réductible aux sensations. » Gibson, 1966. Et le sens est extrait à travers les modalités par un système de perception unique et organisé. Starkey, 1983. En 1956, Ronald David Lange intègre le Tavistock Clinic grâce à une bourse. Donc là, on est sorti des MRI et de ce qu'elle disait par rapport à la télé. Je précise. Ce personnage dont on vient de parler, Ronald David Lange, deviendra critique ouvert et incisif des approches et méthodes traditionnelles de la psychiatrie. Il a commencé à expérimenter l'usage thérapeutique de la mescaline et du LSD. Il a créé à Londres une communauté thérapeutique, Kingsley Hall, où patients, médecins et personnels vivent et travaillent ensemble de manière démocratique, sans hiérarchie, sans distinction de rang. Donc nous retrouvons les idées qui embrassent les travaux de 2 autres de ses collègues quelque part, où on doit supprimer l'ordre hiérarchique, l'autocratie, pour laisser place où chacun vient se positionner, soit devient leader, soit suit, est complémentaire et compagnie. Donc il a créé donc à Londres ceci, et en 1964, il quitte la clinique Tavistock, et dans la préface de l'édition Panguin de, je cite, The Divided Self, il affirme que, je le cite, « Depuis ses racines les plus profondes, toute notre société est folle. » Fin de citation. En effet, suggère-t-il, la seule différence entre ces patients schizophréniques et les hommes normaux est que ces patients savent qu'ils sont fous, alors que les hommes normaux se trompent en pensant qu'ils sont sains d'esprit. Et je cite, « Un homme qui dit que les hommes sont des machines peut être un grand scientifique. Un homme qui se dit machine est dépersonnalisé dans le jargon psychiatrique. » Fin de citation. Lange a essayé de trouver des solutions alternatives à l'hospitalisation et à la thérapie par électrochoc, ECT, électrochoc thérapie, que l'on voit dans Un nid de coucou, par exemple, de Kubrick,
que l'on peut retrouver également dans le programme Mind Control MK Ultra, le programme Monarch, et que l'on retrouve également dans la psychiatrie française aussi, toujours appliqué à ce jour. Et donc ce personnage, Ling, du Tavistock, mais qu'il quitte après, essaie de trouver une alternative au choc électrique que l'on fait subir à des patients psychiatriques. Déclarant, je le cite, « Nous devrions nous consacrer à désapprendre une grande partie de ce que nous avons appris et apprendre tout ce qu'elle n'a pas enseigné. » J'ai oublié une petite... Et donc à apprendre tout ce qu'elle ne nous a pas enseigné. Fin de citation. Toujours à l'Institut Tavistock en 1959, une unité pilote pour adolescents a été créée, dirigée par Derek Miller et Dugmore Hunter. Et en 1960, elle est devenue le département pour adolescents. À l'origine, l'idée était d'apporter un soutien aux élèves doués mais inhibés, mais l'attention s'est rapidement déplacée vers la délinquance. Au cours des années 1950 et 1960, l'Institut a réalisé un certain nombre de projets phares en collaboration avec des grandes entreprises manufacturières, notamment Unilever, Ahmedabad Manufacturing and Calico, Printing Co, Shell, Bayer en français. En 1967, sous la direction de Schoenfield, qui dirigeait le groupe de psychologues du Tavistock, Ronald David Lang publia un livre intitulé, je le cite, « The Politics of Experience », fin de citation, qui faisait l'apologie de la schizophrénie et de la drogue, dans lequel il affirme que, je le cite, « la démence est l'unique forme de santé ». Fin de citation, et on va passer à Jean Estgat, qui nous disait, je le cite, « Les concepts de bonne ou de mauvaise conduite, de bien ou de mal, et de responsabilité personnelle ont tellement été attaqués au cours de ces dernières décennies que les gens aujourd'hui n'ont que peu, voire pas de point de repère pour vérifier si leur conduite est bonne ou non, pour savoir laquelle adopter. » Si j'ai inséré cette citation d'un personnage qui n'a rien à voir avec le Tavistock, c'est pour faire suite en fait à ce qui se dit. Déresponsabiliser. Il n'y a plus de conditions d'homme ou de femme. Chacun met ses propres repères. Tout ça, c'est ce que nous subissons aujourd'hui et qui est en travail depuis les années 50, 60, 70. Maintenant, je vous fais un petit voyage. Sur le site Tavistock, j'essaie de vous synthétiser ce qui peut s'y trouver dessus. Comme ça, les lecteurs peuvent en avoir une idée et ceux qui veulent aller vérifier, vous faites plaisir, il y a un site officiel. Sur le site Tavistock, ils affichent que, je cite, « La dynamique politique de notre monde post-pandémique pourrait être considérée comme l'entrée dans un nouveau domaine du communisme démocratique. » Fin de citation. Maintenant, vous allez dans la partie bibliothèque. Puis, si vous cliquez sur « Ressources sur l'égalité, la diversité et l'inclusion », puis « Classe » et enfin « Liste de lecture en classe », vous avez une page qui s'ouvre et vous propose « Native, race et classe dans les ruines de l'Empire, Akala ». Donc c'est un livre. Le cadre idéologique global du livre est une propagande dénonçant un racisme structurel et partage un panafricanisme pragmatique et d'orientation socialiste qui prétend chercher la libération de toute l'humanité de l'oppression et de l'exploitation. Il met en avant son imaginaire de persécution des enseignants contre les, je cite, nègres trop intelligents et trop bavards, fin de citation, dès leur entrée à l'école primaire. D'autres références sont mises en avant. Par exemple, il y a le livre « L'analyste dans le centre-ville, race, classe et culture à travers une lentille psychanalytique ». Et dans ce livre, Altman explique pourquoi, selon lui, il est probable que les analystes blancs soient racistes. Et pourquoi les analystes bénéficiant de privilèges économiques sont susceptibles d'avoir des préjugés de classe. Donc ce n'est pas une affirmation, c'est « il est probable », mais présenté comme assertion pour bien rentrer dans la tête des gens. Et vous allez comprendre, parce que j'ai bien d'autres références encore, que tout ce travail, c'est ce qu'on observe dans les médias. Ce qu'on observe dans les programmes scolaires, et un peu partout maintenant sur Internet, ça s'est popularisé, c'est devenu du ressort du populisme, si je puis dire, en tout cas des étrangers français qui aiment bien critiquer les blancs colons, méchants, racistes, discriminants, privilégiés, enfin tout ce que vous voulez. Et en fait, on voit que ce sont des travaux du Tavistock. Enfin, en partie, quoi, qui sont relayés, qui sont repris et augmentés et pulsés. Il faut les envoyer à des cadences toujours plus sévères. Comme ça, à la fin, le peuple autochtone disparaît.
et laisse place à un nouveau peuple qui, par tous ses discours, ses prises de position ces dernières années en demandant l'égalité, ne pourra pas demain faire de la discrimination. Au nom d'égalité, ils devront mixer leur culture, faire partie de ce nouveau monde, accepter les minorités, bref. Chacun est une minorité en soi, pris isolément. Puisque chacun ne peut plus vraiment s'associer à des communautés. Au sein même de communautés, il y a encore une fois des sous-groupes, comme un site internet et ses sous-domaines. Et si on revient à ça, d'ailleurs en parlant de sous-domaines ou de pages, si je puis dire, avec les références qui ramènent à d'autres références encore, eh ben on a d'autres exemples. Hein. Là, si je reprends, donc on a eu Akala, on a eu également le côté de l'autre, de Altman, et voilà, je suis rendu à celui-ci. The Establishment de Owen Jones, qui est pareil, promotionné, prenant position contre ce qu'il décrit comme une alliance d'entreprises privées, de ministres du gouvernement et de barons des médias favorisant les inégalités. Et il accentue, ce Jones, sur la responsabilité des politiciens de droite qui auraient réussi à déplacer la colère du public vers les travailleurs du secteur public et les demandeurs d'allocations sociales, les chômeurs et les immigrés. Les méchants droitards qui apparemment possèdent toutes les entreprises privées. La méchante droite, incroyable. Un autre livre est mis en avant, nommé La psychanalyse dans les quartiers, race, classe et inconscient, écrit par Christopher Christian et Patricia Girovici. Je vais vous présenter la 4e de couverture. À nouveau, on revoit toujours le thème de race. Parler de race est interdit. Dire qu'il y a des racisés pour les privilégier parce qu'il y a des méchants blancs, c'est autorisé. Écoutez ça. La 4e de couverture que je vous cite maintenant. Cette collection met en lumière les complexités psychologiques de la vie dans un quartier souvent marqué par la pauvreté, la migration, la marginalisation et les barrières de langue, de classe et de race. Fin de 4e de couverture. Girovici a aussi écrit « S'il vous plaît, sélectionnez votre genre, plaidant pour la dépathologisation du transgenre, en invoquant, je le cite, la démocratisation du genre. Qu'est-ce qui est plus démocratique si ce n'est de pouvoir sélectionner son genre humain ?» On a un autre livre qui s'appelle « Please Select Your Gender », donc qui vise à réviser les notions actuelles de sexualité humaine en général. Je vais vous passer à la catégorie LGBTQI+, du site Tavistock. Vous vous doutez bien que c'est rempli d'endoctrinement sur la déconstruction, l'attaque contre l'hétéronormativité, la fausse libération de la femme, bref. Dans la catégorie race, oui, il y a bien une catégorie race, qui porte en tout cas le nom sur ce site Tavistock. Vous avez tout un tas de livres proposés pour s'attaquer au peuple blanc, accusant les blancs de racisme, renforçant la folle idée d'un white privilege. Alors, il n'est pas question de parler du racisme des Indiens contre d'autres communautés, de parler du racisme de certains peuples africains contre d'autres, par exemple des Africains du Nord contre les Noirs, ou encore d'Africains noirs aussi contre des Maghrébins ou des Blancs ou ce genre de choses. Non, tout le prisme qui est sélectionné, c'est uniquement le blanc à l'origine de tous les maux. Un travail fourni pour la plupart par psychiatres, écrivains, soi-disant analystes, tout ce qu'on veut, qui sont tous blancs. Enfin, pour la plupart, quoi. Au Tavistock, vous avez le profil de certaines personnes rendues publiques, ils sont bien blancs. Et eux veulent déclarer la guerre contre les blancs. C'est le socialiste, pur. C'est-à-dire le socialisme, c'est un nouveau dogme. C'est une religion. Celui qui va aller sauver le monde, comprendre tous les mots et à partir de là créer des nouvelles conceptions et s'attaquer en fait au social et à la psychologie, à la culture. Alors sur la page race, donc si on va toujours dans la bibliothèque, page race, voici des exemples de recommandations. Je cite: démantèlement de la race dans l'enseignement supérieur, racisme, blancheur et décolonisation de l'académie. Un livre censé révéler les racines du racisme structurel qui limite la mobilité sociale et l'égalité au sein de la Grande-Bretagne pour les étudiants universitaires noirs ethnicisés dans ces établissements d'enseignement supérieur intrinsèquement blancs, accusant les universités d'élite de reproduire les privilèges raciaux.
Alors d'ailleurs, hop. Sur ces visions illusoires de la réalité, vous n'avez jamais les officines de la bien-pensance, avec leur agence de fact-checking, qui viendront remettre de l'ordre, pour dire que non, il n'y a pas de favoritisme. Ça va que dans un sens. Le fact-checking, ça marche uniquement quand ça tape sur le blanc, ou sur le patriote, ou sur celui qui se questionne. Mais jamais contre un racisé, contre quelqu'un qui crie à la discrimination alors qu'il n'y en a pas. Ça ne marche pas. D'autres propositions de livres, par exemple, Protéger les enfants noirs, bonnes pratiques en matière de protection de l'enfance, ou encore Identité noire et thérapie blanche, race, respect et diversité. Vous retrouverez aussi le livre Fragilité blanche, pourquoi il est si difficile pour les blancs de parler de racisme. Pour ce dernier, voici un extrait de la 4e de couverture, je cite. En référence au mouvement défensif que les Blancs adoptent lorsqu'ils sont confrontés à des défis racistes, la fragilité blanche se caractérise par des émotions telles que la colère, la peur et la culpabilité, ainsi que par des comportements tels que l'argumentation et le silence. Fin de citation, en tout cas de ce 4e de couverture. Incroyable. Son cerveau l'avait jusqu'au bout. L'écrivaine, D'Angelo, qui nous fait ce torchon juste avant, déclare en 2018 que, je cite, « Son expérience de la pauvreté aurait été différente si elle n'avait pas été blanche. » Si ces gens ne se sont pas auto-lavé le cerveau entre eux, dans une forme d'ingénierie sociale, pour vous dire que la pauvreté en Grande-Bretagne, en France ou en tout cas en Europe, si t'es noir, tu la vis différemment d'un blanc ou encore d'un asiatique ou d'un maghrébin. Ah bon? Faut m'expliquer. La pauvreté a sa définition. Je ne vois pas en quoi il y a une différence entre les uns et les autres. S'ils ont du mal à payer leur loyer, c'est la même pour tout le monde, c'est la même galère. Se nourrir correctement, de façon viable et confortable, c'est pareil pour tout le monde. C'est compliqué. Blanc, noir, etc. À revenu égal, c'est compliqué. Et, à ce que je sache, en Grande-Bretagne ou en France, il n'y a pas des montants différents au travail ou en allocation ou ce que vous voulez, du fait d'une couleur de peau ou d'une ethnie. Donc à nouveau, on voit la propagande, uniquement de taper sur les blancs, pour venir nous effacer et nous faire culpabiliser, ce qui ne marchera pas avec les personnes, en tout cas de ma catégorie, de ma trempe. Mais jamais on me fera culpabiliser sur l'esclavage passé. Me questionner sur ça et me demander mon avis, ce que j'en ressens par contre, oui, de l'horreur, quelque chose d'effrayant, d'effarant, totalement. Et on fait un constat, main dans la main, etc. Par contre, de là à me dire, est-ce que je me sens coupable de ça? Non. Est-ce que, par exemple, si j'avais des ascendants, parce qu'encore une fois, il faut regarder les arbres généalogiques et voir, hein, la plupart des Français, non, on n'est pas lié à ça. Ils sont très minoritaires, ces gens-là. C'est un ensemble. Vidéo un peu plus longue. Je viens de finir ce qui est sur le Tavistock. La 9e partie, c'est l'ingénierie sociale et le neuropirate. Je vais vous résumer le livre de Lucien Cerise dans les grandes lignes sur à peu près une page et demie. Et j'y ajoute un petit complément. Donc ça sera pour la partie 9 et je pense qu'on abordera d'autres choses. J'espère que l'ordre chronologique vous parle. Alors il y a certains moments, je vous avoue, aujourd'hui j'ai mâché un peu les mots. Mais j'essaie d'y mettre du rythme, que ce soit compréhensible. Et que vous puissiez aussi prendre des notes si vous êtes intéressé pour creuser les choses. Mais là, vous avez une présentation, et encore, il me reste énormément à découvrir sur le Tavistock. Mais j'ai essayé de ne pas faire trop long pour que ce soit explicatif dans le livre, que vous ayez des personnages clés, ce sur quoi ils ont travaillé, et le tout de façon sourcée. Hein. Vous aurez toutes les sources, et la plupart de ce que j'ai mis, ça vient de livres de l'UNESCO, ça vient du site officiel de Tavistock, ça vient également de recherches après plus précises sur des articles de journaux. Je pense notamment au New York Times pour les Wings et de 2 autres ouvrages pour ce qui est du... Comment on appelle ça? De la recherche-action. Avec l'expérience notamment des enfants en atelier et compagnie. J'essaie aussi de synthétiser un peu la fonction, le comportement en fonction de la personne, fonction de l'environnement et compagnie qu'on pourrait reprendre aussi. Merci d'avoir été là. La vérité est notre avenir, les valeurs ancrées, la victoire assurée. Et vous pouvez quand même commenter. Faites-moi le petit plaisir au moins de pousser ça
Derrière, il y a un immense travail de recherche. Peu importe ceux qui braillent, ouais, 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 c'est un copier-coller, c'est un ramassis. Derrière, il y a bien plus que ça. Derrière, il y a un travail de recherche que ces gens sont incapables de fournir. Leur seule qualité, entre guillemets, si on peut appeler ça comme tel, c'est de critiquer. En disant, regardez les rouquins. Oh, il est peut-être obèse. Oh, il est peut-être si. C'est bien. Je pense que quand on arrive à parler des caractéristiques physiques d'une personne, c'est que déjà on n'arrive pas à avoir le niveau sur les idées, les analyses de la personne, et sur les thématiques, c'est encore plus vaste, ces gens sont perdus. À la différence de mes créations contre certains producteurs comme Alix, Lou Divergent, mes critiques étaient toujours étayées, un peu ad hominem pour le show, mais sinon la plupart du temps c'était vraiment sur le fond, sur des articles qui ne vont pas, des présentations erronées, des fake news et compagnie. Là est la différence entre eux et moi. Je mets bien une catégorie, je mets bien en tout cas une différenciation de classe. Oui, on ne boxe pas dans les mêmes catégories. Restez en poids léger. Même si je peux paraître insolent, restez dans votre catégorie. Vous n'avez pas le niveau. À bientôt.